Le mix énergétique est un aspect important dans le plan Sénégal émergent. Le gouvernement cherche ainsi à satisfaire les besoins énergétiques de la population tout en s'adaptant aux défis environnementaux. Le président de la République s'est déjà inscrit dans cette optique. 3 centrales solaires ont été aménagées à l'intérieur du pays, Malicounda, Bokhol et Santuméré. La dernière citée est la centrale la plus grande en Afrique de l'Ouest. Ce numéro de Terra sera consacré essentiellement à l'énergie solaire au Sénégal. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État Macky Sall a officiellement inauguré la centrale solaire photovoltaïque de Malicounda le 3 novembre 2016. Une centrale d'une capacité de 22 MW, fruit d'un contrat de concession de 25 ans. Le dit contrat lie la Sénélec au groupe Solaria, une société italienne. Le coût des travaux s'élève à hauteur de 22 milliards de francs CFA. Le président de la République se réjouit de la marche énergétique du pays. Le 22 octobre dernier, nous avons mis en place et mis en service la centrale solaire de Bokhol de 20 MW. Nous voici à Malicounda pour inaugurer une autre centrale de même puissance qui pourra satisfaire la consommation de 9000 concessions environ. Confirmons ainsi que le solaire, dans notre option du mix énergétique, jouera pleinement son rôle de premier plan dans le renforcement de nos capacités de production d'énergie. D'un coût de 22 milliards, la centrale que nous inaugurons ici à Malicounda est le fruit d'un partenariat public-privé que je voudrais saluer. Partenariat dans lequel la commune de Malicounda détient 5% des parts de la société d'exploitation. Malicounda nous rappelle si heureusement que le soleil est à la fois une source d'énergie et une opportunité d'investissement. Le groupe Solaria s'était engagé à améliorer les conditions de vie des populations de cette commune. La construction d'une maternité, un lycée, un centre de santé sont prévus. Une initiative saluée par le chef de l'État qui souhaite en faire un exemple pour les autres communes. D'abord, l'indemnisation des propriétaires a été faite justement parce qu'on a demandé aux propriétaires à quel taux vous voulez être indemnisé. C'est à ce taux-là qu'ils ont été indemnisés. À la mairie, c'est entré dans les caisses du trésor, un montant de 300 millions qui nous serviront à avoir la couverture universelle. Également, ils vont nous aider à renforcer notre éclairage public. Ils vont nous donner 250 lampadaires qu'on va mettre dans les rues de Malicounda pour mieux les éclairer et pour mieux lutter contre l'insécurité. Détient 5% des parts de la société d'exploitation. Voilà la belle trouvaille de Malicounda, dont les autres communes pourraient s'inspirer. C'est là une excellente initiative, monsieur le maire. Et vraiment, je voudrais vous dire bravo à vous, mais à la commune de Malicounda. Le site s'étend sur 100 hectares. 86 000 panneaux photovoltaïques ont été installés sur les 45 hectares. 600 onduleurs, 10 transformateurs et la cabine de contrôle. La centrale a été branchée au réseau de la Sénélec. 105 emplois ont été générés par ce projet. 99% sont des Sénégalais. Sandou, quartier pêcheur. La pêche est l'activité principale des habitants de cette commune. Ici, les femmes se sont organisées en groupement pour mieux structurer le travail. Derrière moi, vous apercevez les séchoirs solaires qui ont été aménagés par l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Ces installations viennent en appui. Située à 3 km de Bargny. Sandou, quartier Lébou. Cette localité doit quelque part sa renommée au tourisme local. Le site attire les visiteurs grâce à la quiétude qui règne sur place. À côté, il y a la pêche, une activité qui occupe une place importante dans la vie des habitants de la zone. Les femmes ne sont pas au premier rang de la chaîne, mais après le retour de leur mari et fils de la mer, elles assurent la vente des ressources ramenées sur la terre ferme. Ces bonnes dames s'occupent aussi de la transformation de ces produits
Le site présente un visage pas reluisant, mais l'aménagement sur place de 4 séchoirs solaires par l'Agence nationale pour les énergies renouvelables apporte un nouveau souffle à ces femmes. Ces séchoirs sont d'une très grande aide. Après avoir fumé le poisson dans les fours, on enlève les écailles et on ajoute du sel. Ensuite, on met les produits dans les séchoirs. C'est très hygiénique et quand il pleut, nous pouvons tranquillement rester chez nous sans nous inquiéter de voir les poissons pourrir. Après séchage, le produit est de meilleure qualité. Regardez par vous-même, c'est là-bas que se faisait le travail, mais le site n'est pas propre. Depuis l'arrivée des séchoirs solaires, leurs produits se vendent mieux. La clientèle est très satisfaite et il y a beaucoup plus de sécurité et de qualité. Ces installations de fortune permettaient à ces femmes transformatrices de sécher les produits halieutiques. Aujourd'hui, les séchoirs solaires ont apporté un mieux-être dans le travail. Toutefois, il faut souligner que ces tables sont toujours utilisées à cause du grand nombre de femmes qui s'activent sur ce site. Ce sont des séchoirs. Avant, on l'utilisait pour travailler. Mais avec l'arrivée des séchoirs solaires, je peux faire sécher 6 caisses. 2 jours plus tard, j'enlève le produit et quelqu'un d'autre peut mettre son produit. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres qui attendent, ce qui fait qu'elles utilisent les anciens séchoirs pour ne pas laisser pourrir le poisson. Ces séchoirs solaires ont une capacité d'accueil extraordinaire. Les 4 séchoirs peuvent prendre 80 kg. On peut y mettre divers produits halieutiques. L'utilisation des séchoirs est très organisée. Quelqu'un est désigné pour récupérer l'argent payé. Nous sommes beaucoup trop nombreuses ici. À tour de rôle, on fait sécher nos poissons. Pour bénéficier de ces séchoirs, il faut verser un montant symbolique. L'argent collecté permet de gérer les dépenses imprévues. Toutes se prêtent au jeu. L'argent collecté, on attend que le montant atteigne 25 000, 50 000 francs, voire plus. Il nous permet de réparer les grillages et autres s'ils sont détériorés. On paie aussi le menuisier. Ce système mis en place n'est pas le fruit de l'arrivée de l'ANER à Sandou. Ces femmes transformatrices étaient déjà bien structurées. Elles alimentent un fonds qu'elles ont créé depuis longtemps. L'ANER est venu nous aider. Le minimum qu'on pouvait faire, c'est d'apporter notre participation. Le fonds qu'on a eu à mettre en place nous a permis de payer la main-d'œuvre. Les agents de l'ANER ont apporté le matériel. Par exemple, s'ils donnent 5 000 sur 7 000, nous donnons les 2 000 restants. L'entretien des séchoirs, ces femmes en font un point d'honneur. À tour de rôle, elles s'occupent du nettoyage des installations. Après chaque utilisation, les séchoirs sont nettoyés avec l'eau de javel. On aère et on balaye pour qu'une autre personne puisse l'utiliser. L'insalubrité qui règne aux alentours ne trouve pas de nom. Une eau boueuse entoure les tables aménagées. L'endroit semble abandonné, mais ce n'est pas le cas. Le site a été défiguré par les fortes pluies de cette saison. C'est à cause de l'hivernage. Nous demandons de l'aide aux autorités pour que le site soit allé comme ici. Comme ça, il sera beaucoup plus facile d'assurer l'entretien. Le comité local pour la pêche artisanale cherche tant bien que mal à assurer un bon fonctionnement des activités à Sandou-Lébou. Mais la tâche n'est pas de tout repos. Le manque de moyens freine les activités du comité. Toutefois, ses membres insistent sur la sensibilisation pour donner un meilleur visage à cet endroit. C'est vrai que des efforts restent à faire pour la propreté du site. Nous menons beaucoup d'actions dans ce sens, mais les moyens ne suivent pas. Le CLPA joue aussi un rôle de veille et d'alerte pour les pêcheurs. Des drapeaux sont mis en place pour les informer du temps qu'il fait s'ils souhaitent aller en mer. Si le temps est mauvais, les services de la météo nous informent et nous nous chargeons d'informer les pêcheurs. Le drapeau vert, le drapeau jaune, quelques dangers entre ça dépend. Mais le rouge, c'est dangereux. Si rouge,
4 séchoirs solaires, ces femmes transformatrices applaudissent. Toutefois, elles précisent que si le nombre augmente, ce ne serait pas de refus. Elles interpellent par conséquent l'ANER à davantage les appuyer. Nous sommes avec notre invité pour ce numéro. Il s'agit de M. Djiby Ndiaye, qui est le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Et c'est avec lui que nous allons discuter aujourd'hui du solaire au Sénégal. M. Ndiaye, merci d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue. Merci, madame. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur l'utilisation de l'énergie solaire au Sénégal? Effectivement, l'ANER d'abord a pour mission de faire la promotion des énergies renouvelables. Et parmi les sources d'énergie renouvelable, il y a effectivement le solaire, qui est la source la mieux partagée au Sénégal. Faire le point sur l'énergie solaire, en tout cas sur les projets d'énergie solaire au Sénégal, je crois que la plupart de nos projets au Sénégal, c'est des projets solaires. Nous avons, vous l'avez certainement constaté, il y a eu une construction de 3 centrales solaires qui sont déjà injectées au réseau avec des puissances de 20, 20 et 30. Ça fait environ 70 MW. Et d'autres également sont en cours de construction. Mais au-delà également, nous sommes en train de développer le solaire au réseau. C'est-à-dire que les kits individuels, aussi bien au niveau résidentiel qu'au niveau des infrastructures communautaires. Au niveau des infrastructures communautaires, nous avons dans le monde rural électrifié beaucoup de bâtiments communautaires tels que des postes de santé, des cases de santé également, des cases des tout-petits. Et tous, c'est des bâtiments qui se trouvaient dans des zones enclavées, qui n'ont jamais pu avoir l'accès à l'électricité et qui aujourd'hui sont bien électrifiés et ça leur permet effectivement d'améliorer les conditions de travail. Si vous deviez nous présenter une cartographie de cette utilisation-là, quelles sont les localités qui sont les plus touchées ou en tout cas qui utilisent le plus le solaire? Oui, ça dépend. Il y en a un peu partout dans le Sénégal, mais nous avions d'abord privilégié, pour ce qui est des bâtiments communautaires, nous avons privilégié les zones les plus enclavées, les zones reculées qui n'ont pas d'électricité et qui ne sont pas également dans le programme court terme de ASER. Nous avons également un projet d'autonomisation des bâtiments publics que nous avons démarré avec des projets pilotes qui va d'abord concerner la gouvernance de Ziguinchor. L'appel d'offres est lancé et attribué, les travaux vont bientôt démarrer. Ensuite, des hôpitaux régionaux. Dans la première phase, il y aura probablement 8 hôpitaux. On a déjà attribué les 4, on est en train de négocier pour les 4 autres. Donc ça, effectivement, c'est des infrastructures qui se trouvent dans des villes. C'est des bâtiments de l'État que nous voulons rendre autonomes du point de vue de consommation énergétique. Il y a également le pompage solaire. Pour le moment, nous sommes sur la zone des Niayes pour accompagner les maraîchers à remplacer les groupes motopompes par des pompes solaires. Nous en avons déjà installé après 6 à 7 pompes solaires à titre de projet pilote. C'est juste pour montrer aux maraîchers que voilà une solution qui pourrait vous aider à réduire vos coûts d'exploitation. Je crois que c'est bien compris. Et nous sommes en train de signer une convention avec la CNCA, avec le FONGIP, l'ANER et en tout cas d'autres partenaires pour voir comment accompagner ces maraîchers à remplacer les groupes motopompes par des pompes solaires. Nous avons également travaillé sur les séchoirs solaires pour accompagner les groupements de femmes qui travaillent dans la transformation de produits halieutiques, qui utilisaient le séchage que nous connaissons étalé le truc par terre. Oui. Et ça prenait beaucoup de temps, ce n'était pas hygiénique, le rendement n'était pas bon. Nous avons installé 12 séchoirs solaires, dont 8 à Kayar, 4 à Sendou. Et en 2017 également, on a déjà lancé l'appel d'offres. Les travaux d'ailleurs ont démarré pour l'installation de 16 autres séchoirs solaires que nous avons donc donné au niveau des groupements de femmes pour les permettre d'améliorer leurs conditions de travail. Pour les installations de ces panneaux solaires ou autres kits, est-ce que c'est l'expertise locale qui est utilisée ou il faut faire appel aux étrangers pour mettre en place ces installations? Non, pour le moment, toutes les installations que nous avons faites ont été installées par des entreprises locales. D'accord. Je crois que nous avons une bonne expertise locale, des ouvriers bien formés, des ingénieurs également. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et nous-mêmes également, l'ANER accompagne dans la formation. Dans la formation, nous avons à notre niveau formé plus d'une quarantaine de techniciens. Nous les avons formés au dimensionnement, à l'entretien, à l'exploitation. Mais au-delà également, il y a d'autres écoles de formation. Il y a également les entreprises eux-mêmes qui forment leurs ouvriers. Donc à ce niveau, nous n'avons aucun problème. Je crois que les ressources humaines sont bien disponibles, les gens sont bien formés.
Nous avons 12 mois presque de soleil. Pourquoi le Sénégal ne met pas à profit ce fort potentiel-là pour pouvoir fournir en électricité en quantité toute la population? Oui, j'ai dit tantôt à l'entame de mes propos que nous avons déjà installé 3 centrales pour une puissance cumulée de 70 MW. Mais également, il y a d'autres centrales qui sont en cours de construction, aussi bien solaires que éoliennes. Mais comme nous parlons du solaire, il y a également au moins 3 autres centrales qui sont en cours de construction qui seront réceptionnées d'ici la fin de l'année. D'accord. Au plus tard, en mars 2018. Ça fera à peu près, on pourrait atteindre environ les 20% dont parlait le chef de l'État. Mais au-delà, ça, c'est les centrales qui seront raccordées au réseau. Nous sommes en train de mener une haute politique qui devrait nous permettre à terme de rendre autonome, en tout cas la plupart des Sénégalais qui le souhaiteraient, autonome en consommation énergétique, production et consommation énergétique. Nous sommes en train de voir comment accompagner les ménages pour l'acquisition de kits solaires, de kits résidentiels qu'ils pourront installer chez eux pour produire l'énergie dont ils ont besoin. Est-ce que le coût est abordable pour les Sénégalais? Oui, le coût est abordable. On parle beaucoup de coût, mais moi je trouve que le coût quand même est abordable. Ça dépend de la puissance installée, ça dépend de vos besoins. Donc, le problème aujourd'hui, c'est de faire comment faire pour que ces gens-là puissent accéder à un financement qui pourrait les permettre d'avoir ces installations-là. C'est là où nous travaillons pour voir quel mécanisme de financement mettre en place. Et puis comment alléger, encore réduire les coûts d'investissement en demandant à l'État, au ministère des Finances, de renoncer aux taxes liées aux importations des équipements de production. Je crois que ça aussi, c'est une possibilité. Ça permettrait de faire baisser les coûts, comme couplé à maintenant à un financement allégé. Quand je dis financement allégé avec un taux d'intérêt réduit, je crois que ça pourrait inciter les Sénégalais, les ménages, à installer des kits solaires chez eux. Et l'avantage également, c'est que ça va également soulager la Sénélec. Et pour les centrales qui ont été déjà aménagées, qui s'occupent de l'exploitation? L'exploitation est faite par des privés. L'exploitation est faite par des privés. C'est sous forme d'IPP. Ce sont les privés qui, si vous signez un contrat d'achat d'électricité avec la Sénélec, vous installez une centrale, vous exploitez, vous vendez la production et vous occupez également de l'entretien. Je crois que c'est un très bon schéma. Là, au moins, on est sûr que la centrale va rester pendant 20 ou 25 ans. Parce qu'au moins, ce sont les privés qui sont propriétaires, qui exploitent et qui vendent le produit. Si vous ne vendez pas, vous n'encaissez pas. On voit dans le plan Sénégal émergent que le président de la République priorise le mix énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tendre dans un futur proche que le Sénégal puisse être en mesure d'utiliser les énergies renouvelables pour pouvoir ne plus avoir à utiliser le combustible ou les autres substances qui sont utilisées pour fournir l'électricité? Je ne crois pas qu'on puisse se départir totalement des énergies fossiles, de la production d'électricité provenant des énergies fossiles. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique. Quand on parle de mix, c'est pour diversifier les sources d'énergie. Avant, jusqu'en 2012, la plupart de l'énergie consommée provenait des énergies fossiles, à plus de 90%, un peu moins de 10% de l'hydraulique. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, et c'était un mauvais schéma qui posait souvent des problèmes à la Sénélec, à l'État du Sénégal. À chaque fois qu'il y avait une variation, une augmentation du coût du pétrole, effectivement, soit on augmentait le coût de l'électricité, ou bien l'État prenait en charge les différentiels, subventionnait l'électricité pour ne pas faire supporter cette augmentation aux populations. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu de centrales biomasse, je veux dire de grandes centrales, il y a des petites centrales qui sont installées par des privés, mais on n'a pas encore eu de grandes centrales biomasse. Il faudrait peut-être qu'on explore également dans ce domaine, dans ce secteur. Pour les centrales qui ont déjà été aménagées, que ce soit solaire ou éolienne, est-ce que cela a un coût, ou en tout cas cela réduit le coût par rapport aux factures d'électricité et autres? Réduire le coût, ça a même réduit le coût. Vous l'avez constaté, il y a une réduction quand même, c'est vrai, de 10% sur le coût d'électricité. Est-ce que c'est pour les centrales ou c'est la Sénélec de manière générale? Voilà, ça. Effectivement, cette réduction provient, c'est vrai, de la baisse des prix du carburant, du pétrole, mais également de l'installation de ces centrales solaires. Une production aujourd'hui, le coût moyen de production avec les énergies fossiles, je ne suis pas de la Sénélec, je ne peux pas avancer des chiffres exacts, mais ça pourrait peut-être tourner autour de 100 francs, ça pourrait dépasser 100 francs. Et le coût de production d'une centrale solaire, aujourd'hui, est à 65 francs. Donc, effectivement, l'installation de centrales à énergie renouvelable peut bien contribuer à la baisse des coûts d'électricité.
Si on prend Malicounda, Bokhol ou Santiomaché, qu'est-ce qui explique le choix porté pour ces localités-là pour installer ces infrastructures? Le choix est guidé par beaucoup. D'abord, il faut avoir un point d'injection proche. Parce que quand on produit, on doit injecter un poste de transformation. Ça, c'est l'une des conditions qui peut déterminer le choix. Mais l'autre également, il faut avoir les terres pour installer une centrale. Et quelle est la commune qui accepterait de céder ces terres? C'est ça, par exemple, si vous avez beaucoup de facilité avec une commune c'est pas à Bokhol que d'autres trucs, à Sinthioumékhé ou bien à Malicounda, ça, vous y allez, c'est ça. Parce que jusqu'à présent, dans la première vague d'installation, c'est le promoteur lui-même qui proposait son site. Parce qu'il a des facilités dans certaines communes qu'il n'a pas forcément dans d'autres communes. Il a pu trouver un terrain en proximité d'un poste de transformation. Donc ça, là, il donne une étude, il propose en même temps le truc. Par exemple, mais dans la deuxième phase, que l'État du Sénégal, en collaboration avec la Banque mondiale et toutes les autres structures du ministère, est en train de préparer. Là, par contre, là maintenant, c'est la Sénélec, c'est l'État du Sénégal qui choisit cette fois-ci les sites. Mais le choix toujours portera sur, effectivement... Plusieurs facteurs. Voilà, c'est ça. Il faudrait absolument qu'on puisse évacuer la production. On parle aujourd'hui de découverte de gisements de pétrole au niveau du Sénégal. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de constituer un frein à la promotion des énergies renouvelables? Il faut d'abord savoir pourquoi on a voulu promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Ce n'est pas seulement pour avoir un mix énergétique, ce n'est pas seulement pour avoir une indépendance du point de vue consommation énergétique, mais c'est également pour la protection de l'environnement. D'accord. Cette raison va demeurer, quelle que soit la quantité de pétrole ou de gaz que nous aurons, nous allons toujours faire de sorte que les énergies renouvelables puissent être bien utilisées au Sénégal. Ne serait-ce que pour la protection de l'environnement. Le pétrole peut être utilisé ailleurs, pour le transport, pour d'autres idées, exporter, ainsi de suite. Donc, mais en tout cas, la promotion des énergies renouvelables pour la satisfaction des besoins énergétiques va toujours rester. L'État du Sénégal va toujours encourager les populations à utiliser les énergies renouvelables pour la consommation, pour la satisfaction de leurs besoins énergétiques. Et ça, comme j'ai dit tantôt, ne cesse que pour la protection de l'environnement. On s'achemine vers la tenue du Salon international des énergies renouvelables en Afrique et également de l'environnement et le premier salon de l'économie verte des pays membres de l'OCI. Quel est l'apport de ces grands rendez-vous-là pour le Sénégal? Oui, le Sénégal a été choisi par les pays membres de l'OCI pour organiser ce premier salon de l'économie verte. Comme nous avons l'habitude, effectivement, avec Excaf d'organiser le Sierra, c'est le salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique, qui a sa 7e édition. On ne pouvait pas organiser les deux événements en une seule année. Donc on s'est proposé avec Excaf de jumeler les deux événements et de faire une seule organisation. Donc de coupler les deux événements. Donc il y aura le salon de l'économie verte des pays membres de l'OCI et le Sierra, qui sera organisé le 26, 27, 28 et 29 octobre prochain. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? C'est un très grand rendez-vous. Un rendez-vous, nous verrons les grands constructeurs, les chercheurs, il y aura les constructeurs, effectivement, les fabricants d'équipements, il y aura les chercheurs, il y aura les financiers, les porteurs de projets. C'est une très grande rencontre qui permettrait des échanges. Il y aura également des experts qui viendront au cours des panels nous présenter les nouvelles technologies, les avancées de la technologie dans le secteur des énergies renouvelables, dans le secteur de l'économie verte. Donc vraiment, c'est un rendez-vous où le Sénégal va en profiter, mais également toute l'Afrique et tout le monde entier. Les entreprises occidentales, européennes et autres, quand je dis occidentales, européennes, américaines et même quelques-uns pays en Afrique, vont en profiter pour présenter leurs produits. Mais également, les autres pays qui ne produisent pas, effectivement, iront à la découverte des nouvelles technologies dans le domaine de l'économie verte. Mais quel est l'objectif recherché? L'objectif recherché, c'est de faire de sorte qu'il y ait, de créer en tout cas une jonction entre les producteurs, entre les industriels, les consommateurs, les porteurs de projets, les bailleurs, pour qu'on puisse effectivement, les porteurs de projets pourront trouver des financements auprès des bailleurs qui seront présents. Il y a les consommateurs, les entreprises également pourront avoir des partenariats avec les industriels.
C'est ça, nous voulons créer un cadre qui serait favorable à des négociations pour aboutir à des partenariats entre bailleurs et porteurs de projets, mais également entre entreprises et fabricants d'équipements. Le Sénégal qui organise pour la première fois le salon de l'économie verte et les États membres de l'OCI, qu'est-ce qui a été déterminant pour qu'on choisisse le pays? Le Sénégal, c'est vraiment montré un engagement, une détermination à développer les énergies renouvelables. Nous avons déjà, en quelques années, on a pu signer une dizaine de contrats d'achat d'électricité, tous en énergie solaire, avec des puissances variant d'entre 20 et 30 mégas. C'est vrai que tous les 6 projets ne vont pas se réaliser, mais au moins les 6 à 7 projets vont se réaliser. Comme j'ai dit tantôt, on a déjà réceptionné 3 solaires. 3 solaires sont en cours de fabrication, de construction. Et il y aura un autre projet éolien qui va démarrer au mois de mars 2018. Ça, quand même, c'est une volonté politique avérée. Donc c'est ça peut-être qui a été déterminant pour que le choix soit porté sur le Sénégal. Et au-delà également de ces projets, il y a également le cadre juridique et réglementaire qui est une avancée. En tout cas, par rapport à d'autres pays, le Sénégal a pu avoir un bon cadre juridique et réglementaire. Sur le plan institutionnel, nous avons une agence dédiée au développement des énergies renouvelables. Il y a un ministère également qui a un ministère de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Tout ça, ça montre l'engagement, la détermination du Sénégal à développer les énergies renouvelables dans le pays. Donc ça a été déterminant. C'est pourquoi le Sénégal a été choisi parmi les 57 pays membres de l'OCI. C'est des grands pays, des pays également aussi engagés, mais vraiment ils ont porté leur choix sur le Sénégal pour organiser ce premier salon de l'économie verte. Le premier salon des énergies renouvelables en Afrique qui a été organisé en 1983 avec ESCAF. Aujourd'hui, est-ce que vous pourrez porter un regard rétrospectif par rapport aux éditions précédentes? Oui, bon, l'édition de 83, c'est assez loin, mais pour les dernières. Voilà, mais en tout cas, les dernières éditions, nous avons remarqué une forte mobilisation, une participation massive des acteurs du secteur, de toute la sous-région, mais également du monde entier. Les entreprises sont venues de l'Europe, de l'Amérique, et partout de l'Afrique. Y a-t-il eu plus d'engouement au fur des années? Au fur des années, nous avons constaté beaucoup plus d'engouement, des experts, les gens sont engagés, en tout cas les industriels ont compris que c'est un rendez-vous qui pourrait leur permettre de vendre leurs produits. Et à chaque fois, à chaque année, d'année en année, on constate qu'effectivement, on a beaucoup plus de participants. On nous dit que la centrale de Santoméché, la plus grande en Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui un critère qui peut être déterminant pour qu'il y ait des pays qui viennent au Sénégal pour s'inspirer de l'expertise du pays. Oui, bon, vous savez, les gens, ils ont compris que le Sénégal quand même a pris un peu d'avance sur eux, dans le domaine en tout cas des énergies renouvelables. Ça, ils l'acceptent et nous recevons souvent, en tout cas, à chaque fois que nous nous déplaçons sur des conférences internationales, on est saisi pour nous demander comment le Sénégal a pu faire pour avoir déjà 3 centrales pendant que les autres butent toujours à la construction de leur première centrale. C'est vrai que nous aussi, on a démarré quand même depuis 2012, ça a pris un peu de temps, mais quand même finalement ça a payé. On a pu avoir, parce que l'avantage que le Sénégal a eu pour ça, c'est que les premières centrales, les premiers contrats n'ont pas fait l'objet d'appel d'offres. On avait mis en place, le ministère de l'Énergie avait mis en place une commission d'agrément. Donc on recevait des projets de manière spontanée, des gens qui voulaient construire des centrales. Donc la commission évaluait les projets et retenait et donnait des agréments. Quand les agréments sont donnés maintenant, on a demandé à la Sénélec de recevoir les entreprises agréées et de discuter avec eux des prix et de signer un contrat d'achat d'électricité. C'est comme ça que 10 contrats ont été signés et qu'effectivement, on a pu démarrer les projets et les réceptionner, raccorder déjà en 2017 et qu'en 2018 également, il y aura d'autres projets qui seront réceptionnés. Par contre, effectivement, ça c'était une phase transitoire que le Sénégal a pu exploiter pour installer ce qu'il a installé. Oui. Maintenant, dans la loi, effectivement, ce qui est prévu, c'est qu'on doit faire passer par appel d'offres. Mais il y avait un décret déjà qui autorisait cette phase transitoire en attendant qu'on finalise le cadre juridique et réglementaire. Maintenant, effectivement, à partir de 2017, tout projet qui sera installé, tout nouveau projet ou bien tout nouveau contrat se fera sur la base d'un appel d'offres. Et les appels d'offres
vous savez, c'est très lent, surtout si ça concerne effectivement ces trucs solaires. Donc les autres pays butent un peu sur ça, mais quand même ils avancent. Je crois qu'il faut de la volonté politique, c'est le plus important. Pour la centrale éolienne, est-ce qu'on peut avoir une idée du site qui a été retenu? C'est Taïba Ndiaye. Taïba Ndiaye. Oui, d'accord. Et pour les salons qui seront organisés en octobre, le Maroc qui est l'invité d'honneur, pourquoi le choix porté sur ce pays-là? Oui, je crois qu'aujourd'hui, le Maroc fait partie des pays qui ont le plus développé les renouvelables, des pays, quand je dis plus, dans le monde entier, je peux dire. Le Maroc a déjà une centrale de 300 MW de solaire, qui est déjà réceptionnée, qui est fonctionnelle. Il y a une autre centrale qui est en cours de fabrication, qui est presque de 300, peut-être un peu moins de 300, mais à terme, dans leur projet, ils visent à avoir 2000 MW de solaire d'ici 2020. Ça, c'est l'objectif. Et 2000 MW d'éolien d'ici 2020. Donc vraiment, le Maroc, je crois que c'est l'un des pays qui a le plus fait dans le domaine du solaire, en Afrique, dans toute l'Afrique et même dans le monde. Donc effectivement, quand on a un pays comme ça, qui est également un pays ami et frère, je crois qu'on a pensé faire de l'invité d'honneur. Dernier point, monsieur le directeur, quels sont aujourd'hui les projets futurs de l'ANER? Les projets futurs de l'ANER, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce que nous voulons, nous continuons en tout cas, nous avons deux ou trois projets majeurs. Le premier projet majeur, c'est de faire de sorte que les ménages puissent installer des kits solaires. J'ai dit ça tantôt, on est en train de réfléchir sur comment les accompagner. D'abord techniquement, faire de sorte que quand ils installent des kits, que ces installations soient faites avec des équipements de qualité. Donc l'ANER va veiller sur la qualité des équipements qui seront installés. Mais également, il faut voir comment les accompagner dans la mise en place d'un mécanisme de financement, pour qu'ils puissent accéder à des financements légers. Et en dernier, faire de sorte qu'on puisse réduire les coûts d'investissement en voyant avec l'État, avec le ministère des Finances, comment exonérer ces premiers projets qui seront mis en place. Il y a également, en plus du pompage, il y a également ce qu'on appelle les tanks à lait solaire. Dans une zone enclavée où il y a une surproduction de lait à des moments donnés, qu'on puisse leur donner la possibilité de conserver cette surproduction de lait qui d'habitude est versée. Donc ça également, on peut le faire à travers le solaire. On a en tout cas beaucoup de projets en tête que nous voulons réaliser avec les populations, que nous voulons réaliser effectivement avec l'État du Sénégal. Merci, monsieur Djiby Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. C'était ton invité pour ce numéro. La suite dans un instant. L'Agence nationale pour les énergies renouvelables ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne de mettre sur pied d'autres projets à l'intérieur du pays, que ce soit l'éolienne, l'hydroélectricité, le solaire, entre autres. C'était tout pour ce numéro de Terra. L'accent sera toujours mis sur les bonnes pratiques en matière de préservation de l'environnement. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos questions et suggestions sur dtv.sn/aviterra et peut-être bien que nous serons du côté de chez vous.